Salut à toi, fan de Marvel, je sors du ciné et je viens te livrer ma critique de Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Depuis qu'il a aidé à sauver le monde dans Avengers Endgame, Scott Lang, alias Ant-Man, mène une vie plutôt pépouse. Il a écrit un livre, il est reconnu par les gens dans la rue et il mène une vie amoureuse plutôt stable avec Hope Van Dyne, alias la Guêpe. Jusqu'au jour où sa fille Cassie va ouvrir une brèche suite à une expérience qui va mener Scott et ses proches au royaume quantique. Dans ce royaume quantique, ils vont devoir affronter un ennemi qui est enfermé là depuis des décennies et qu'ils ne cherchent qu'à en sortir. Ça, c'est pour l'histoire globale du film. Maintenant, ce film est un scénario qui est extrêmement bancal. Un scénario qui n'est ni cohérent avec lui-même, ni cohérent avec le reste du Marvel Cinematic Universe. Alors si tu veux pas que je spoil, saute un peu le chrono et va un peu plus loin. Sinon, reviens quand tu auras revu le film. Donc je m'explique. Scénario bancal par rapport à lui-même, pourquoi ? Il y a des scènes, on se dit, pourquoi vous ne l'avez pas expliqué avant ? Je prends notamment une scène qui se trouve au début du film, où Hope va voir sa mère pendant un repas, et lui dit « J'aimerais que tu me parles du royaume quantique, de ce que tu y as fait, etc. etc. » Donc ils sont en train de manger. Et elle lui dit « Non mais c'est bon, je t'en parlerai plus tard, bref, laisse-moi bouffer ma pizza. » En gros, c'est ça le truc. Et une fois qu'ils sont attirés dans le royaume quantique, on se rend compte que, en fait, Kang, qui est, ça je spoil pas, mais parce que tout le monde le sait, qui est l'ennemi principal du film, qui est un gros ennemi dans les comics, hein, Kang c'est l'un des ennemis principaux des Avengers, qui est un dictateur spatio-temporel. Kang était enfermé dans le royaume quantique, et jamais Janet n'a précisé qu'elle l'avait enfermé dans le royaume quantique. Donc quand Hope lui dit « J'aimerais que tu me parles du royaume quantique, de ce que tu y as fait », au lieu de lui dire « Écoute, le seul truc intéressant qui m'est arrivé, c'est d'enfermer un dictateur spatio-temporel, en 30 ans, c'est quand même ce qui lui est arrivé de plus intéressant », elle lui dit « Ah non, mais je t'en parlerai plus tard ». Mais une fois qu'ils y sont, sa seule excuse, c'est « Excusez-moi, j'aurais dû vous en parler ». Même pas d'excuse derrière, hein, même pas de « je vous en ai pas parlé parce que, etc. etc. » Non, excusez-moi, j'aurais dû vous en parler. Oui, enfin, en 30 ans, quand même, c'est ce que tu as fait de plus intéressant, d'enfermer un dictateur spatio-temporel ultra puissant dans le royaume quantique. C'est un peu, quand tu es sorti du royaume quantique, c'est ce que tu aurais dû dire en premier. En gros, n'y retournez pas, c'est super dangereux, il y a un putain d'ennemi à l'intérieur. Non, là c'est bon. Donc déjà, le scénario n'est même pas cohérent avec lui-même. Il y a aussi cette scène où justement on rencontre Kang, extrêmement puissant. Il a il peut faire bouger les objets par la pensée, il a une force vraiment surhumaine, etc. Donc pendant quelques scènes du film, on le voit faire bouger des objets, etc. Voilà. À la fin du film, quand il se bat avec Ant-Man, je pense qu'il a complètement oublié qu'il avait cette possibilité. À la fin du film, il y a la bataille finale, Kang ne pense qu'à prendre la fuite. À aucun moment, il utilise ses pouvoirs, enfin, il les utilise, mais tu te dis, mais c'est pas le Kang qu'on a vu au début du film qui pouvait neutraliser Ant-Man juste en faisant ça avec les doigts, quoi. Non, là, il préfère lui mettre des patates et tu sens en fait que le film, ça s'appelle Ant-Man. Il faut que Ant-Man gagne. Sauf que Kang est tellement puissant, il le dit lui-même d'ailleurs, il dit qu'il a tué plein d'Avengers. Et donc spoiler encore, hein, je t'avais dit que je spoilerais. Il se fait poutrer, non pas par Ant-Man, mais par la guêpe et ces espèces de micro-lasers qu'elle a sur les poignets. C'est comme ça qu'il se fait poutrer Ant-Man. Kang. Kang, c'est comme ça qu'il se fait poutrer. Il dit qu'il a tué Thor, qu'il a tué plein d'Avengers, et c'est la guêpe et ses piou-piou qui arrivent à le neutraliser. Alors il y a aussi cette scène où il se fait neutraliser par des fourmis.
Enfin, c'est pour ça que je dis que le film n'est même pas cohérent. On te présente un ennemi qui est ultra puissant, qui est vraiment ultra puissant, il le dit, il a des variants, etc. Il est le plus fort des variants. Et derrière, il se fait poutrer, mais vraiment, mais d'une façon ridicule, vraiment ridicule. Et tu te dis, ce Kang-là, normalement dans les films à venir, il doit aller affronter les Avengers. Mais des Avengers où il y a Thor, il y a Doctor Strange, il y a Spider-Man. Enfin, tu te fais poutrer par la guêpe et tu vas aller taper avec Thor. Je pense que reste chez toi, mon vieux. Hein. Franchement, je pense que c'est mieux pour toi. Ensuite, il y a aussi des incohérences par rapport au MCU. On nous a monté des trucs dans le MCU, par exemple notamment dans Avengers Endgame, où ils se sont pris la tête à se taper des combinaisons blanches, etc., qui avaient les casques qui sortaient automatiquement. Et là, dans ce film, ils arrivent dans le royaume quantique, et je te jure, en t-shirt et en jean. Même moi comme ça, j'aurais pu y aller. Même moi comme ça, j'aurais pu y aller. Et tu te dis, et dans Avengers Endgame, vous êtes pris la tête à fabriquer des tenues spéciales pour voyager dans le royaume quantique. Mais en fait, les gars, fallait y aller comme vous étiez. Hein. C'est même pas cohérent par rapport à ce qu'ils ont mis en place il y a quelques films. Il y a une autre scène, il y a autre chose qui est pas cohérent. C'est que je crois que c'est dans Ant-Man et la guêpe, donc le 2. Donc, Scott Lang arrive à grandir d'une quinzaine de mètres, etc. Et il ne peut pas retirer son casque, je crois à cause de l'altitude qui lui fait un peu perdre la tête et qui le fait évanouir. Là, tu as 3-4 scènes, parce que entre-temps, Cassie, évidemment, a récupéré une tenue. Hein. Bref, elle arrive aussi à grandir, voilà. Comme Marvel en ce moment, c'est la relève des super-héros qu'on connaît par les gamins ou par les gamines. Bref, ça c'est autre chose. Donc elle a récupéré une tenue, elle maîtrise la possibilité de se faire grandir à une dizaine de mètres, et elle enlève le casque, à 15 mètres, elle enlève le casque, et elle parle, normal. Il y a même une scène, alors ultra gênante en plus, où il se court dessus avec Ant-Man, parce qu'ils se retrouvent en fait, et ils se courent dessus comme ça, casque enlevé, ils font 15 mètres chacun, ils se font un câlin, et tu te dis, mais les gars, c'est pas ce que vous nous aviez expliqué dans Ant-Man et la guêpe. C'est pas ce que vous nous aviez expliqué. Des fois, j'ai l'impression que le film nous prend un peu pour des cons. Et en parlant de cons, et de conneries en général, il y a aussi la stupidité des personnages. Vraiment, il y a une stupidité qui a été mise en place dans les films Marvel, mais je comprends pas d'où ça vient. Au début du film, Scott a l'habitude de passer toujours dans le même café. On est d'accord, les Avengers, ça fait 6 fois qu'ils sauvent le monde, tout le monde les connaît, ils ont battu Thanos, etc. Tout le monde les connaît. Ils tombent sur le seul mec, je pense, sur la planète, qu'il appelle Spider-Man. Les costumes n'ont rien à voir en plus, ces deux costumes n'ont rien à voir. Il y a un gamin de 17 ans avec un masque d'araignée et l'autre qui a un masque en métal rouge, et le mec l'appelle Spider-Man. Enfin, c'est pas... Tu confonds pas Iron Man et Captain America? Bah alors pourquoi tu confonds Ant-Man et Spider-Man? Tout ça parce qu'ils ont tous les deux des noms de bestioles. Mais c'est totalement con. Et c'est pareil quand ils arrivent dans le royaume quantique. À croire que la connerie, elle passe aussi dans le royaume quantique. Ils arrivent et rencontrent... Alors ça aussi, ils mettent des comic relief, des ressorts comiques, en fait, des bestioles, notamment dans Thor Ragnarok, c'était l'espèce de Korg, je crois qu'il s'appelait, tout en pierre. Là, c'est une espèce de bestiole en blob, j'ai complètement zappé son nom, inintéressant. Et en fait, c'est censé te faire rire, mais ça devient plus que gênant. Et il y a une scène où Scott et sa fille Cassie se font capturer par un peuple du royaume quantique. Ok, d'accord. Donc il les capture, il les ramène au village, etc. Kang retrouve leurs traces, attaque le village.
la première réaction de la chef du village, c'est quand même de dire à Ant-Man et à sa fille, vous les avez menés jusqu'ici. Mais eux, ils sont pour rien. C'est vous qui les avez enlevés et qui vous les avez emmenés au village. C'est pas Ant-Man et Cassie qui sont arrivés tout seuls, non. C'est les gardes du village, en fait, qui les ont menés. C'est pas Ant-Man et Cassie. Enfin, même dans leur réflexion, c'est con. C'est con. On nous prend pour des teubés. Et, en fait, Marvel espère que ça passe. Que tu vas pas faire attention à ce qui se dit. Mais en fait, si. Si, parce que on est aujourd'hui, le MCU a commencé en 2008, on est en 2023, il y a eu plus d'une vingtaine de films, les personnages on les connaît, on commence à connaître les ressorts, les choses comme ça. Donc non, c'est pas comme si on découvrait le personnage, c'est son 3e Ant-Man. On te connaît à Marvel, on te connaît. Il y a une stupidité générale vraiment qui est mise en place et je comprends pas. Tout le monde est stupide. Il rencontre dans le Royaume Quantique, alors spoiler toujours, Darren Cross, qui était l'ennemi du premier Ant-Man et qui avait été envoyé dans le Royaume Quantique par Scott. Et il le retrouve, et c'est une énorme tête. Donc c'est MODOK pour ceux qui connaissent les comics. Et ils intègrent MODOK au MCU. Voilà, suite d'histoire, etc. MODOK meurt. Sa dernière phrase, c'est « Je suis content d'être un Avengers ». Et tout le monde est là « Ah oui, t'es un Avengers ». Et il y a un silence, mais gênant. Le mec vient de se sacrifier et « Ah oui, t'es un Avengers, allez, on passe à autre chose ». Alors, je dis pas que c'était... on était super attachés au personnage, mais ils auraient pu faire un peu mieux. Ils auraient pu faire un peu mieux. Et en parlant de MODOK, on va parler des effets spéciaux, parce que c'est pareil. Ils ont une baisse de budget niveau effets spéciaux chez Marvel. Je pense que vraiment, faut qu'ils revoient leurs priorités. MODOK est dégueulasse. MODOK est dégueulasse. Je veux dire, les effets spéciaux de Iron Man en 2008 étaient plus propres que ce MODOK-là. Thanos, quand il est arrivé dans Infinity War, ouais, waouh, putain. MODOK, putain, mais les gars, on voit plein de mèmes sur internet reprenant MODOK comparé à un ennemi de Spy Kids. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est dégueulasse. Il y a une scène où Kang parle à ses disciples et à son armée en hologramme. Ça me fait penser à la scène de Thor Love and Thunder où il parle au gamin et que le gamin est fait dégueulassement. C'est pareil. C'est pareil. Il y a vraiment un gros problème chez Marvel et je pense que de toute façon le film est en train de se péter la gueule au box-office et je pense que quelque part c'est bien fait pour eux. Bref. Niveau acteur, évidemment, Kang est mis en avant. C'est le nouveau Thanos, c'est le nouveau, antagoniste principal de cette phase 5, donc il faut le mettre en avant. Alors, le jeu de Jonathan Majors qui l'interprète est plutôt pas mal. Physiquement, il est impressionnant, puis il a un comics, il a un costume, pardon, vraiment comme dans les comics. Donc il est vraiment un comics accurate. Mais il y a toujours souci du Kang puissant au Kang inutile qui pense qu'à fuir à la fin du film. Il y a un fossé entre les deux. Je comprends pas. Il y a Paul Rudd qui est égal à lui-même, mais qui est plutôt, on va dire, mis en retrait par rapport au personnage féminin, notamment sa fille Cassie. On met pas mal l'accent sur Cassie, puisque de toute façon elle doit prendre le rôle de stature dans les Young Avengers que Marvel commence à monter, parce qu'ils pensent déjà au futur avant de penser à leur film actuel. Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, je trouve, sont assez mis en retrait. Notamment Michael Douglas, il est souvent, notamment sur les scènes où il marche à travers le royaume quantique, etc., il est souvent à l'arrière du plan. Et puis Evangeline Lilly, elle est pas mal,
Et voilà, je pense qu'à la fin, il fallait que ça soit elle qui poutre un peu Thanos pour petite scène féminine, genre Ant-Man est en difficulté, j'ai pas besoin, il a besoin de moi, c'est plutôt que ça soit, enfin, elle sauve le jeune homme en détresse, quoi. Voilà. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc voilà, c'est une grosse déception ce Ant-Man Quantumania. Euh, je pense qu'il y avait mieux à faire pour une ouverture de phase 5. Surtout après une phase 4 qui a été compliquée, qui était vraiment inégale. Honnêtement, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Et j'ai beaucoup peur pour la suite. Le prochain, je crois que c'est Gardien de la Galaxie Volume 3. Où encore une fois, ils ont monté la bande-annonce pour te faire croire qu'il va y avoir des choses tragiques qui vont arriver, etc. Comme ils l'ont fait pour Thor, comme ils l'ont fait pour Wakanda Forever, comme ils l'avaient fait pour Ant-Man. J'espère qu'ils tiendront leurs promesses dans Gardien de la Galaxie Volume 3. Parce que honnêtement, aller voir un film où le scénario, en fait, il n'y a rien de tragique. Ils te font croire qu'il y a des choses tragiques qui vont arriver. Et en fait, le scénario, c'est par-dessus la jambe. Enfin, je pense qu'ils sont en train de s'essouffler. Il faut vraiment qu'ils redressent la barre, Marvel, parce que ça va être compliqué pour eux sinon. Voilà pour cette critique de Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce, un petit commentaire, partagez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres choses sur la chaîne. A plus! Eh oui, je t'ai eu. Il y a même une scène post-générique. Ciao!